Alors, on se retrouve sur le Forum Made in Job de 2017 à Marseille. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, rebonjour à ceux qui étaient déjà là. On va maintenant parler de cloud hybride et de sécurité, donc un sujet quand même assez central puisque c'est l'un des secteurs les plus dynamiques d'Europe, avec une croissance supérieure à 10% en 2016. Mais à côté de ça, on est sur une pénurie d'emplois en matière de sécurité système. On ne forme pas assez. Et pourtant, alors ça c'est un article que vous pourrez lire sur Cadre Emploi, on recherche d'ici 2022 1,8 million de pros de la cybersécurité. Et c'est une étude internationale. Donc pour en parler avec moi, Élie de Travieso, pardon. Vous êtes directeur de Fonsec et vous êtes président de l'association Clusir PACA, qui est le club de la sécurité et de l'information régionaux. Pas très français, mais ça se dit. Voilà. Stéphane Guidarini, bonjour, rebonjour. Vous êtes président du club informatique Provence et vous êtes aussi dirigeant de Net System Digital. Et enfin, Dominique Dubois, bonjour. Vous êtes responsable du développement du CFAI 84. C'est ça. Alors, étant donné les chiffres que je viens un peu de donner, moi j'ai une première question qui est toute simple et je pense connaître déjà la réponse, mais j'ai envie d'en savoir plus. En fait, créer des écoles de cybersécurité et des formations, c'est une nécessité. Dominique, peut-être? Ah, Oui, c'est une nécessité. Nous-mêmes avons créé en fait une formation qu'on a ouverte il y a un mois sur la cybersécurité en région, donc à Pertuis, parce que nous avons été sollicités justement par les entreprises de la région qui avaient d'énormes problèmes en fait pour recruter des compétences. Et donc on s'est rapproché en fait d'une école parisienne et on vient d'ouvrir en fait une formation niveau Bac+5 en cybersécurité. Alors les premiers jeunes ne sortiront que dans 3 ans, puisqu'on vient juste de les recruter à Bac+2. On va en sortir 16 par an. On est loin du million dont vous parliez, mais on essaie d'œuvrer à notre échelle pour fournir en fait des compétences dans ce domaine en fait de la cybersécurité. d'accord. Et alors, vous venez de dire que la formation est accessible à Bac+2. Est-ce qu'il y a des sélections? Oui, bien sûr. Oui, on a. Sur quels critères? Alors, faut en fait avoir un Bac+2 dans le domaine de l'informatique, donc soit BTS informatique, soit BTS SEO, avec une spécialité plutôt infrastructure, puisque nous on est plutôt sur la partie infrastructure au niveau de notre formation cybersécurité. Donc on leur fait passer des tests, donc des mises en situation, et puis aussi on les recrute sur dossier. D'accord. Donc cette année, on s'était pour une première session, on avait négocié 16 places avec la Chambre de commerce de Paris. On pensait en avoir 12 et puis finalement, on a été très vite débordé par le nombre de candidatures et le nombre de demandes d'entreprises. Et on a fini en fait presque un mois et demi avant le délai qu'on s'était donné, le remplissage en fait de la section. D'accord. Et côté candidat aussi, c'était. Côté candidat, on a eu beaucoup de candidatures. Ouais. On a pu en fait faire une sélection, une très bonne sélection, quoi. D'accord. Élie de Travieso, vous en tant que recruteur, des candidats qui sortiront de ce type d'école, ça vous intéresse? Oui, c'est bon. Alors oui, c'est certain que tout candidat qui sort des écoles aujourd'hui nous intéresse. On regarde avant tout, pas forcément l'école, mais le niveau de l'étudiant. Et on privilégie des étudiants qui, avant la formation, ont déjà attaqué des sujets de sécurité et qui ont une vraie appétence pour la sécurité. Aujourd'hui, c'est certain qu'il y a une vraie carence dans ce domaine d'activité en termes de ressources. Je vais vous donner un exemple. On a un client en PACA qui recherchait une ressource. On allait la chercher en Belgique. Ouais. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut chercher des ressources pour les placer chez des clients, on a un délai minimum de 3 mois.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le marché des gens qui cherchent du travail, à ce niveau-là, il n'y en a pas. Et la seule solution qu'on a, c'est de débaucher des gens. Donc pour débaucher des gens, vous avez un délai de 3 mois. Et pour revenir sur le cas du Belge, pourquoi il a décidé de venir chez nous? C'est parce que tout simplement, ça correspond pour lui à un projet de vie. Projet de vie, c'est-à-dire femme, enfant, et passer de la grisaille de la Belgique au soleil de la Provence. Donc le vrai symptôme pour nous, il est là. C'est-à-dire que si demain vous avez un besoin immédiat pendant 48 heures, on aura une grande difficulté à trouver une solution pérenne. Et les solutions que l'on trouve aujourd'hui, c'est sur des disponibilités à 3, 4, 5, 6 mois. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le marché au niveau de l'offre, il est international. Alors l'offre, elle est internationale. Aujourd'hui, l'offre dépasse, la demande dépasse largement l'offre. Je vais vous donner un deuxième exemple. Les gens qui cherchent aujourd'hui un nouveau poste ne le cherchent plus. Oui, ils on vient les voir. Ils attendent que des propositions tombent. Et c'est vraiment le paradoxe. Donc si vous êtes dans une phase de recherche de ressources et que vous vous contentez de déposer des annonces, vous aurez très peu de résultats. Et c'est pour ça que nous, on s'est orienté tout de suite sur du débauchage, très clairement. C'était le seul moyen pour nous d'avoir des ressources plus pérennes et qui s'engagent sur du long terme. D'accord. Mais à long terme, j'ai envie de dire, ça va pas suffire de débaucher. Aujourd'hui, bon, il y a, je pense, il y a une dizaine d'années, avant qu'on remplisse tous les objectifs d'un point de vue RH. C'était prévisible, hein, on en parle depuis 4-5 ans, qu'il y aurait un creux, qu'il y aurait un problème de ressources. Les nouvelles technologies comme les objets connectés, par exemple, n'ont pas aidé. C'est-à-dire qu'en parallèle à cette situation, vous avez une nouvelle technologie qui crée des nouveaux besoins et qui crée également des nouveaux besoins en sécurité. Et qui dit nouveaux besoins, dit nouvelles ressources, sauf qu'à un moment, ce n'est pas extensible. Certains visionnaires pensent que l'intelligence artificielle va à un moment aider. C'est-à-dire que va à un moment, je ne vais pas dire monter en compétence, mais mieux servir la cause de la cybersécurité en répondant à des enjeux qui, dans le passé, étaient adressés par des individus, pour mieux équilibrer entre de l'automatisation et de la performance, enfin de la pertinence portée par un individu qu'aujourd'hui la machine ne peut pas encore porter. Je ne suis pas en train de dire que dans 20 ans, la machine remplacera tout le monde, mais il y a un moment où il va y avoir un équilibre juste entre la machine et la ressource humaine. Est-ce que l'un de vous trois a une idée des besoins précis en ce moment en PACA sur ce secteur-là, entre le cloud et la cybersécurité? Je vais commencer à répondre. Donc aujourd'hui, les besoins, nous on les voit très clairement. Il y a des besoins en termes de sécurité liés au métier de l'exploitation, c'est-à-dire des entreprises qui ont un réseau informatique et qui ne trouvent pas de ressources pour les aider à améliorer la sécurité sur le métier d'exploitation. Il y a un deuxième besoin en termes de management de la sécurité dans les sociétés. C'est-à-dire que vous avez là aussi, d'un côté, vous avez les évolutions technologiques, mais vous avez aussi les évolutions liées à la conformité. Vous avez un nouveau règlement européen qui arrive, qui est effectif au mois de mai, 2018. GDPR ou RGPD. C'est pareil, c'est bien d'avoir des nouvelles réglementations, mais ça sous-entend une nouvelle fonction au sein de l'entreprise. Donc là, vous vous apercevez qu'aussi d'un point de vue de la gouvernance, les directions générales aujourd'hui ont de plus en plus besoin d'un manager de la cybersécurité. Là où dans les petites entreprises, on se passe d'un manager et on va directement sur des fonctions de base liées à l'exploitation. Et en dernier lieu, il y a un métier que nous, on recherche en particulier, c'est les métiers d'auditeur en sécurité, où là, c'est une combinaison entre des connaissances managériales et de fortes connaissances techniques pour tester la sécurité des systèmes. Donc là, on voit quoi? On voit qu'il y a... je dirais que tous les bons profils aujourd'hui sont chassés par les grands groupes, alors qu'avant, ils n'allaient pas forcément vers les grands groupes. Vous avez des gros faiseurs de la sécurité qui sont nés et qui se sont regroupés. Et c'est devenu un petit peu je dirais la star de la cybersécurité, parce que c'est lui qui va pointer du doigt le mal, comme un chirurgien montrerait une tumeur.
il va montrer une faille et en y proposant la solution. Donc il y a vraiment toute une différents niveaux, je dirais, d'expertise et qui sont accessibles aussi bien à des bac plus 2 qu'à des bac plus 5, qu'on soit très clair. Et qu'aujourd'hui, il faut quand même garder espoir qu'un bac plus 2 peut avoir, s'il a les compétences, accès à des fonctions de bac plus 5. Pour la simple et bonne raison, c'est que au bout de 4 mois, quand on recherche un bac plus 5, si on trouve un bac plus 2 qui a la compétence technique, on va lui donner accès à certaines fonctions. Alors j'ai un autre chiffre, et puis je vais me tourner vers vous, Stéphane. En 2016, 50 000 PME ont été victimes de cyberattaques. Est-ce que vous pensez que, on a parlé des grands groupes, etc., mais est-ce que vous pensez que les petites entreprises et les PME ont bien pris conscience de ce sujet? Pris conscience, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Ils n'ont pas les mêmes moyens que les grands groupes qu'évoquait Elie. Ils ne peuvent pas se payer des talents, des experts de la sécurité. Et je sais qu'Elie le fait, et nous on le fait aussi. On sensibilise régulièrement les PME, les TPE sur les enjeux de sécurité. Mais il y a encore beaucoup de dirigeants qui n'ont pas pris en compte la mesure des risques qui sont en train d'avoir. En ayant recours au cloud, on peut se dire que le cloud va déplacer un petit peu la sécurité chez le fournisseur. Il y a d'autres problématiques de sécurité qui sont là et qu'il faut gérer. Donc on a encore plein d'exemples. Il y a pris des exemples, il y en a plein d'autres encore, des sociétés dans l'industrie, des petites sociétés, des petites TPE, qui ont encore des serveurs internes avec des sauvegardes qui marchent plus ou moins bien. Donc ils sont maintenant, ces gens-là sont exposés à des virus. Et on a connu récemment un de nos clients, la production informatique sur une usine qui était arrêtée parce qu'elle a été infectée par un virus, malware. Et comment ils font du coup, vous nous dites qu'ils n'ont pas forcément les budgets. Comment ils font? Mais c'est toujours pareil, c'est que les budgets de la sécurité, on en parlait ce matin, c'est de l'assurance. On se dit, ça peut pas nous arriver, ça nous arrivera pas, et forcément ça arrive un jour ou l'autre. Et quand ça arrive, là, les dirigeants mettent les budgets sur la table pour pouvoir se sécuriser. Donc voilà, il y a une vraie sensibilisation, et c'est le travail du CLUSIR, PACA, c'est notre travail. Et c'est s'il y a une première personne à recruter en cybersécurité dans une PME, c'est quel poste? Moi je recruterai pas. Si j'externaliserais. D'accord. C'est des compétences trop pointues pour pouvoir se payer sur une petite entreprise. C'est vrai pour des grands groupes, mais je pense qu'il faut vraiment, c'est des fonctions qu'il faut externaliser. Et du coup, c'est quelle fonction, c'est quelle compétence? C'est aujourd'hui de la surveillance de leur système d'information. Après, on peut parler de SOC, donc de Security Operation Manager, Center. Donc voilà, c'est vraiment surveiller au quotidien tout ce qui peut se passer sur son système d'information. Et ça, même un certain nombre de grands groupes n'ont pas encore tous ces dispositifs. Globalement, ils ne savent pas trop ce qui se passe sur leur système d'information. D'accord. Dominique Dubois, les étudiants que vous allez former dans le futur, ils seront totalement aptes à répondre à ces besoins-là? C'est tout à fait l'objectif, oui. C'est que on les forme, donc, comme le disait Elie, à la gestion en fait des infrastructures, à la mise en place de solutions. Et la formation est en alternance. La formation est en alternance. Donc, pour rejoindre un peu ce que Elie en fait et Stéphane disaient, on a aussi des jeunes qui ont été pris par des entreprises qui justement ne trouvent pas de personnes compétentes à embaucher et qui se tournent en fait vers l'alternance, et que ça leur permet en fait de prendre un jeune, de le former non seulement à la culture de leur entreprise, mais aussi justement à la cybersécurité et à leurs habitudes de cybersécurité, en utilisant éventuellement des sociétés externes de prestation de services pour sécuriser rapidement la solution, et puis dans un avenir en fait plus lointain, d'avoir des personnes en interne qui soient compétentes sur le sujet. D'accord. Donc ça touche tous les domaines. On a des clients dans le domaine de la banque, par exemple, mais aussi dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de la sidérurgie. En ce moment ont intégré qui ont intégré justement ces structures. D'accord. Des entreprises qui ont monté des centres de compétences pour la cybersécurité et qui ont recruté en fait un ou deux alternants pour venir renforcer l'équipe.
Elie, vous aussi, vous avez eu une initiative de ce type-là qui s'appelle SafeGouv. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Juste avant de répondre, je vais revenir sur un complément sur les TPE, PME par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'état d'esprit entre une TPE, PME, une TI et un grand groupe. Si vous cherchez de l'emploi dans la région, il y a beaucoup plus de TPE et PME que des ETI et des grands groupes. Si vous voulez des grands groupes, il vaut mieux aller à Paris ou à Lyon, mais surtout Paris, qui centralise les sièges des grands groupes français. Il y a un nouveau service qui est venu aujourd'hui pour aider les TPE, c'est l'assurance. Tu en parlais rapidement. Aujourd'hui, contrairement à il y a 5 ans, les compagnies d'assurance se sont mis sur le créneau et attaquent la cible TPE, petite PME sous cet angle-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas l'organisation, ils n'ont pas les compétences. Et par contre, ils ont le réflexe assurance. Donc, ce qui se préfigure aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est que les 4 prochaines années, beaucoup d'entreprises françaises, il y a des estimations à 85%, vont s'assurer contre le risque cyber. Pour autant, on n'a pas encore la visibilité exacte sur les nouveaux métiers de demain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes assuré que vous ne serez pas engagé à adresser certains sujets. On parle de coach de cybersécurité, tout comme on parle de coach sportif pour aider ces sociétés avec je ne vais pas dire des moutons à 5 pattes, mais des gens qui seront pluridisciplinaires et qui pourront déjà donner un premier niveau à des entreprises qui n'ont peut-être pas forcément besoin d'atteindre un deuxième niveau comme les grands groupes. Concernant les étudiants, important alors oui, on a fait quelque chose qui s'appelle SafeGouv et je vais vous expliquer ce que c'est, mais il était important pour nous, qui ne sommes pas centre de formation, de participer ou de lancer des initiatives qui nous permettent aussi d'identifier les talents de demain. Nous ne sommes pas des philanthropes. Lorsque nous faisons quelque chose de gratuit, c'est qu'il y a forcément, je ne vais pas nous comparer à Google, mais c'est le même esprit. Il y a un effet recherché. Donc ce qu'on a fait des partenariats, d'ailleurs on pourra le faire avec votre école si vous voulez vous rajouter. On a fait des partenariats avec 5 plus grandes écoles françaises d'ingénieurs en cyberdéfense. En leur disant on va vous donner un outil pédagogique qui est formidable, qui est gratuit et qui va vous permettre avec vos étudiants de travailler le savoir-faire et le savoir-être des étudiants. Le savoir-faire, c'est la compétence technique que vous engrangez soit à travers une équipe pédagogique, soit à travers des stages, soit à travers de l'apprentissage. Et le savoir-être, c'est l'état d'esprit que doit avoir un professionnel de la sécurité. Je ne vais pas faire de schéma, mais il y a une notion, il y a une philosophie dans la sécurité qui est importante. Pourquoi? C'est un petit peu comme un policier qui arrête un voleur avec une valise de 50 000 €. Le bon policier, il arrête le voleur et il ramène la valise. Le mauvais policier, il arrête le voleur et la valise, elle a disparu. C'est 1% des policiers. Dans la sécurité, c'est pareil. Quand même, c'est 1%. Donc, c'est très important, dès la formation, de faire bien comprendre à ces étudiants que même s'il y a un besoin, même s'ils ont une certaine influence sur le domaine d'activité dans lequel ils sont, parce qu'on peut faire et défaire ce que quelqu'un a fait, de conserver, de travailler cette éthique-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on avait ces partenariats avec ces écoles? À Marseille, c'est Polytech. À Paris, c'est l'EPITA, Télécom Bretagne, etc., etc. On est allé voir des institutions publiques et on leur a dit, bon, mais voilà, nous, on va vous offrir un service gratuit aussi. Donc, vous imaginez bien que quand vous allez dans un conseil régional, vous êtes reçu par le DIRCAB et que vous dites j'ai un service gratuit. La première chose qu'il vous dit, c'est personne ne rentre dans mon bureau pour me proposer quelque chose de gratuit. Tous mes sens sont en éveil. Il y a un loup quelque part. Et qu'on vient en plus en lui disant ça c'est cadeau, c'est un bloc-notes, et c'était le cadeau de trop, c'est assez disruptif. L'idée c'est quoi? C'est de dire à des institutions publiques qui n'ont pas forcément les moyens ou la nécessité, contrairement aux grandes entreprises, d'engager des gros budgets en sécurité pour mieux se protéger, c'est de leur dire faites ce que vous pouvez faire déjà, c'est bien, mais en plus on va vous amener des ressources qui vont vous aider à vous améliorer. Donc l'idée c'est quoi? C'est que l'institution publique, on a fait le pilote avec la ville de Marseille, donc la ville de Marseille
a mis à disposition des sites internet, enfin a identifié des sites internet qui lui appartiennent en disant sur ces sites, je serais intéressé que des étudiants, dans le cadre de projets pédagogiques, fassent des recherches de sécurité sur ces sites-là pour identifier des failles de sécurité. L'école, ça l'intéresse parce qu'on travaille, comme je vous disais, le savoir-faire, on reconnaît le savoir-faire de l'école et on travaille aussi le savoir-être de l'étudiant. Pourquoi ? Parce que l'institution, certes, ne paye pas l'étudiant, mais par contre remercie l'étudiant. Donc là, on est vraiment sur la valorisation du savoir-être. Le but étant, c'est que l'étudiant, quand il va partir sur le marché du travail, même si 80% aujourd'hui n'ont aucun mal à trouver du travail, et le trouveront avant la fin du diplôme, il puisse être différent. Il y a des éléments de différenciation par rapport à d'autres étudiants. Et dans les métiers de la sécurité, aujourd'hui, vous avez deux types de sociétés qui embauchent. Vous avez des sociétés référentes et vous avez des sociétés généralistes qui adressent aussi la sécurité. Donc de fait, le fait d'avoir une histoire à raconter permet d'avoir cet élément différenciateur et d'attirer et d'être plus identifié par des sociétés référentes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on discute avec le groupe Thales, qui veut devenir partenaire du projet, parce que le projet l'intéresse, parce qu'il va lui permettre d'identifier les 30 meilleurs étudiants français issus d'écoles différentes qui sont le plus passionnés par le sujet. Le but pour Thales, c'est de les recruter. Et c'est de les recruter à la sortie de l'école, voire même avant la sortie de l'école. Et vous parlez beaucoup de savoir-être. Dans le savoir-être, il y a aussi une philosophie, c'est savoir apprendre tout seul dans ce secteur-là. Juste, Ouais. je veux redonner la parole à Dominique Dubois. Est-ce que vous, dans l'enseignement que vous mettez en place, est-ce qu'il y a aussi cette idée, est-ce que vous avez besoin de donner cette philosophie aux étudiants, c'est-à-dire essaye de te tenir au courant toi-même, d'apprendre toi-même. Est-ce que vous en avez besoin ou est-ce qu'ils sont déjà comme ça ? Alors, il y en a certains qui sont déjà comme ça, Ouais. parce que dans la sélection qu'on a fait, il est évident qu'on en a certains, comme le disait Elie, qui sont déjà très doués pour ce type de sujet et qui ont déjà la curiosité d'aller voir en fait les nouveautés, les nouvelles attaques, les nouveaux moyens de défense, les nouvelles solutions proposées. Et puis il y en a d'autres en fait qu'il faut former à ce genre de choses. Donc nous sommes en fait équipés d'un outil chez nous qu'on appelle en fait un Cyberrange, qui est un outil qui a été développé par une société de Bretagne, dont les clients principaux sont les armées du monde. Et cet outil en fait permet de simuler des attaques. Et donc d'y trouver en fait justement des moyens de défense. Le but étant en fait de laisser les jeunes travailler et puis d'essayer de trouver des solutions à des attaques qui ont été répertoriées. Et puis on a mis en place, donc jusqu'à maintenant on avait une philosophie qui était que les jeunes sont là en fait 7 heures par jour. Mais c'est vrai qu'on a finalement un peu poussé les portes, les murs, parce que on a des jeunes qui sont un peu différents en termes de philosophie, qui sont là plus souvent un peu comme des étudiants en école d'ingénieur, qui vont venir travailler le soir pour travailler sur justement la défense par rapport à une attaque. C'est ça en fait ma question, c'est est-ce que un apprentissage académique entre guillemets, est-ce que ça suffit ? Est-ce que en fait il faut Non, pas aussi ça ne suffit pas. être Non, ça ne suffit très pas. très geek ou limite hacker déjà dans sa tête ou Alors là, c'est vrai que c'est toujours en débat chez nous. Ouais. On forme des gens spécialistes de la cybersécurité, pas des hackers. Et là, en fait, comme le disait, hacker pour être spécialiste de la peut-être, la frontière est mince entre les deux. Ouais. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a mis en place des cours sur la déontologie, sur Ouais, l'éthique, parce que en fait, on forme des gens qui sont là pour défendre en fait les systèmes d'information des entreprises et qui ne sont pas là en fait pour aller créer des attaques Oui. et des réponses à ces attaques bon, la frontière est mince entre les deux et d'ailleurs on a du mal à la positionner. Pas Comment ? Ça fait partie des critères de sélection ou pas, l'honnêteté? Bah oui, je pense que ça en fait Ouais. partie, oui, bien sûr, D'accord. tout à fait. Alors, une dernière question très prospective pour finir. J'ai lu que, alors on n'y est pas encore, mais on arrivera bientôt un jour aux ordinateurs quantiques, à l'informatique quantique. Et que l'informatique quantique, en fait, pourrait
détruire, enfin pas détruire, mais outrepasser toutes les sécurités qu'on connaît déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez une expérimentation qui vient d'être faite il y a moins d'un mois où c'est fait par les Chinois. Et les Chinois, font une visioconférence avec une université tchèque. C'est impossible de décrypter ce qu'ils se sont dit, mais c'est impossible pour tout le monde parce que c'est basé justement sur cette technologie. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de réellement prédire ce qui se passera à 5, 10, 15, et plus on monte, plus c'est difficile. Pourquoi ? Parce que vous avez différents progrès technologiques qui vont se croiser, et pour lequel aujourd'hui c'est très difficile de faire des projections. On parle aussi de l'intelligence artificielle. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un super ordinateur qui attaque comme le meilleur des hackers. Pas pour remplacer des individus, mais pour arriver à une cohérence technologique évidente. Donc, est-ce qu'on va arriver à des systèmes qui disent ça va devenir inviolable, ça va devenir difficile? Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine d'activité. Ça fait 20 ans que je vois une seule chose, ce que l'homme fait, l'homme c'est le défaire. C'est le défaire. Vous avez eu l'exemple il y a 2 jours sur le Wi-Fi, sur une technologie de chiffrement des réseaux Wi-Fi. Ça y est, c'est cassé. Et pour autant, ça va rester cassé 2-3 ans. Et avant qu'il y ait des vraies avant qu'il y ait une nouvelle technologie qui vienne remplacer celle-là, il faudra un certain laps de temps. Pour autant, c'est des technologies qui, pendant 10 ans, étaient annoncées comme incassables. Il faut, je pense, vraiment rester sur la philosophie de tout ce que l'homme fait, l'homme le défait. Alors peut-être, en conclusion, que lorsque les machines se passeront des hommes, ça deviendra un peu plus difficile de le casser. Je vous donne un exemple. Une université américaine a mis 2 ordinateurs face à face. Alors, pas des ordinateurs comme on a à la maison, des ordinateurs un peu plus puissants. Et en leur disant, ben voilà, on va vous apprendre à communiquer, mais juste à dire A. A. Donc le premier dit A, le deuxième dit A, et on va les rendre un tout petit peu intelligents. Et au bout d'un moment, il y en a un qui dit B. L'autre répond A, l'autre répond B, et ainsi de suite. Au bout de quelques jours, les 2 ordinateurs ont réussi à créer un protocole de communication performant, incompréhensible par l'homme. C'est-à-dire que l'homme, à un moment, il suit l'évolution du langage, et il y a un moment où il décroche, parce qu'il ne comprend plus la logique. Et sauf qu'à la fin, quand on arrête la machine et qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont construit, on n'arrive pas à comprendre. Pourtant, ça marche. Donc là, on s'aperçoit en fait que, et c'est peut-être aussi c'est pas le sujet, mais quelle est l'éthique qu'on va mettre dans tous ces sujets-là, parce que la machine, malheureusement, elle dort pas, elle prend pas de vacances, elle n'a pas de moment elle n'a pas envie de fumer une cigarette, elle n'a pas de problème de concentration, et c'est juste, je pense, ça qui va être vraiment la limite et qui va déterminer ce qu'on va être dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Bon, restons positifs, ce qu'on sait faire, on sait le défaire, on sait débrancher l'ordinateur. Pour finir, je voulais savoir s'il y avait des questions dans le public, peut-être pas sur l'informatique quantique, mais sur les formations, sur voilà, les métiers, etc. Oui ? Alors. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des jeunes, les jeunes. Mais moi, personnellement, je suis actuellement en formation. Si j'avais un bon niveau et si j'avais envie de me présenter chez vous, que cette formation m'intéressait, même si j'ai 37 ans, est-ce que c'est faisable ? Ah bah, vous êtes jeune, 37 ans. Non, vous parliez en fait Mais de sortir oui, du bien sûr, la BTS, formation DUT. on parle des jeunes parce que bon, c'est la première source pour nous de sourcing en fait de jeunes, la première source que l'on est. Mais on a tout à fait en fait la possibilité. D'ailleurs, cette année, on en a intégré une personne qui a plus de 26 ans, donc qui est plus considérée comme jeune, puisqu'on ne peut plus lui faire de contrat d'apprentissage, et donc il y a un contrat de professionnalisation. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Notre diplôme étant reconnu en fait RNCP, on a aussi la possibilité de prendre des gens en poste, de faire de la VAE sur un certain nombre de modules que l'on va enseigner qu'ils ont déjà comme compétences.
et puis de les inclure en fait dans les compléments liés au métier de la cybersécurité pour ensuite leur délivrer la certification. Donc c'est tout à fait accessible, bien sûr. D'autres questions? En complément, vous avez un certain nombre de formations pour adultes du soir que vous trouvez dans différents organismes et qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Et comme la demande aujourd'hui est importante, il y aura de plus en plus de formations pour adultes parce que les étudiants, enfin, il y a plus d'adultes qu'on peut former que des étudiants qu'on peut sortir tous les ans. Lesquelles? Deux. Lesquelles formations dans un certain nombre d'organismes? Alors, il y a le CNAM. Ouais. Je vais m'arrêter là et qui cherche trouve. Si vous avez vraiment la motivation, il y a Polytech aussi qui a une formation. Et sinon, vous avez un label. Voilà. Merci de m'avoir challengé. Vous avez un label qui s'appelle SecNumEdu. SecNumEdu. Regardez sur Google, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est responsable de ce label et qui liste toutes les formations en France, étudiantes ou pour adultes, qui amènent à des métiers de la cybersécurité. Alors, pour être précis sur cette formation SecNumEdu, ce label, il n'y en a pas dans la région PACA. Hein. La seule formation en fait qui soit, enfin la plus proche d'ici, qui soit labellisée SecNumEdu, c'est en fait une licence à l'IUT de Béziers, le plus près d'ici. Après c'est Lyon. Hein. Mais il y a en fait un autre label qui s'appelle le CyberEdu, où il y a en fait là des formations. Ça couvre un peu plus le domaine. C'est moins restrictif, quoi. Hein. Donc ça reste quand même des formations de qualité, mais il y a 2 labels en fait qui ont été déclinés. On a répondu à toutes vos questions. Très bien. Bah écoutez, merci à vous 3. Et on se retrouve dans 20 minutes pour parler de e-santé.